Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Gilbert, un diagonaliste et bien plus au corps, qui nous fera part de son expérience. Bonjour Gilbert, merci de participer à ce podcast. Peux-tu te présenter ? Oui, merci Marc. Donc je suis Gilbert Jacquemont, je suis né à Beaune en mars 1938, j'ai donc 86 ans. Et je suis retraité à Beaune depuis 1993, donc depuis 31 ans. Je suis marié avec Eliane depuis 64 ans. Et j'ai 3 enfants, 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. J'ai été initié très jeune à la pratique du cyclisme par mon père, Jean, qui était un mordu de vélo, et des frères pratiquants. Dans ma vie, il y a 2 parties concernant ma pratique cycliste. Avant 1994 ou 13, je faisais du vélo le dimanche matin, pendant des congés, etc. Et après 1993, je suis rentré vraiment dans le cyclotourisme en général, dans la pratique et dans les activités associatives. Donc, sur 300 000 km, il y en a 30 000 avant 1994 et 270 000 après. Et dans ces 270 000, bien sûr, des diagonales. Alors, peux-tu justement me parler de ta première diagonale ? Alors, si je suis entré en diagonale, c'est grâce à 2 personnes que je tiens à citer, d'autant plus qu'ils sont disparus. C'est Georges Mahé. Georges Mahé, qui est connu par le fait qu'il ait été délégué national aux diagonales en 1982-83, avant de passer la main à Marc Cohen. Et il était aussi le président fondateur, avec Georges Lemercier et Jean-Pierre Beau, de l'Amicale des diagonalistes. Il est l'auteur, par exemple, du premier numéro du Petit Diagonaliste. Donc, et la deuxième personne, c'est Jean-Pierre Atabouille, qui était le leader, l'animateur de ce club de Montpellier, Montpellier Université Club, et qui, en 1993, avait fait une diagonale Dunkerque-Perpignan en équipe de 5, mais une équipe disparate en puissance, et disons qu'il y a eu beaucoup de désaccords. Et il a dit, je referai une diagonale tout seul en 1994, et je lui ai dit, pourquoi pas avec moi. Comme nous étions devenus très amis, nous sommes partis avec 2 autres participants du club de Montpellier, de Menton à Hendaye. Cette première diagonale, heureusement que nous étions 4 cyclos très équilibrés en puissance, en qualité, en performance, parce que nous avons fait avec un Mistral et surtout une tramontane très violente qui nous a amené à la limite du délai. Ta première diagonale et une autre diagonale te tient à cœur, il me semble aussi, c'est Strasbourg-Brest. Oui, Strasbourg-Brest, pour moi, c'est celle qui me tient le plus à cœur parce que je l'ai faite en tête-à-tête avec Georges Mahé. Georges Mahé, qui était un garçon qui symbolise pour moi le fait que tout un chacun qui le veut peut réussir une diagonale. C'est une question de volonté. Georges Mahé est un Breton avec une volonté extraordinaire, parce qu'il avait des moyens physiques limités. Non seulement il grimpait mal, mais il roulait doucement. Donc Georges Mahé, rapidement, avait réussi une première diagonale, ce qui expliquait sa passion pour les diagonales de Brest à Menton, avec d'autres amis, et il avait promis, après cette réussite, à son père qui habitait à Carré, de passer sous les fenêtres de son père en diagonale en venant de Strasbourg. Il a essayé 2 fois seul. Il a échoué une première fois aux 2/3, la seconde fois à moitié, pour des vents contraires, et il avait décidé de ne plus jamais faire de diagonale. Comme nous étions très amis, il était beaunois à l'époque, je l'ai incité à reprendre les diagonales, en commençant par faire un voyage itinérant avec lui jusqu'au Buisson d'Auvergne pour la concentration des diagonalistes de 1994, et en faisant faire des brevets Audax, des grandes distances pour lui montrer qu'il est capable de faire un 300. Et donc, il a refait pour lui une seconde diagonale réussie en 1995 de Strasbourg
à Perpignan avec 2 autres Beaunois, Bernard Fèvre et Roger Angevel. Cette réussite lui a donné confiance et à force de persuasion, je lui ai dit « Georges, il faut que tu remplisses cette promesse faite à ton père, même s'il vient de décéder. Tu dois passer à Carré, sous ses fenêtres, en venant de Strasbourg. » Et donc en 98, je suis arrivé de Strasbourg en venant d'Andaille avec mes copains, mes amis habituels, Jean-Pierre Atabouille, Bernard Fèvre et Pierre Lacombe. Et nous sommes repartis tous les deux vers Strasbourg. C'était une diagonale difficile pour lui parce qu'il avait un moral extraordinaire, mais des moyens physiques limités. Et à chaque pente, à chaque dénivelé, il décrochait. Alors bon, heureusement, nous avons eu de vent d'ouest comme d'habitude, mais pas trop violent. Et donc le premier soir, sur mon plan de route, c'était 1 heure de plus. Le deuxième soir, 2 heures. Le troisième soir, plus de minuit. Et donc nous sommes quand même arrivés dans les délais. Mais Georges a beaucoup souffert, mais il était extrêmement fier. Il écrit dans son compte-rendu qu'il a fait lui-même qu'il ne saurait jamais comment me remercier. Voilà. Donc je suis très fier de cette diagonale. Il avait des moyens limités parce qu'il était peu sportif ou parce qu'il s'entraînait peu ou parce que son corps n'était pas parce que son corps, sa pratique du vélo était dans sa tête. Et son corps était peu fait pour ça, quoi, si vous voulez. Imaginez que moi, je cherche à faire je ne sais pas, n'importe quel autre sport, du tennis. Si je n'ai pas le don de la coordination des gestes, je ne serai pas un bon tennisman. Georges n'était pas un bon cycliste physiquement. Il était dans sa tête, c'est très fort. Ce qui est incroyable pour Georges, c'est que c'était un passionné d'autres montagnes et il grimpait vraiment très mal. Et c'est là que tu peux dire que n'importe qui peut faire une diagonale. Oui. Si quelqu'un, bien sûr, quelqu'un de sportif en bonne santé, décide l'année prochaine, je fais une diagonale, il faut qu'il fasse du vélo, il faut qu'il soit passionné de vélo. Je fais une diagonale, il réussira la diagonale. Et je sais personnellement que dans les diagonalistes, il y en a qui finissent 10 minutes avant le délai parce qu'ils ont des moyens physiques limités. Mais en bonne gestion, en gérant très bien, on arrive à faire une diagonale. C'est quand même pas un exploit extraordinaire. Ça, c'est une très belle perspective. Faire une diagonale, tu as connu un échec sur Dunkerque-Andaille. Oui. Pourquoi ? Je pense que c'était une année où j'avais des problèmes de santé. Et disons que nous sommes heurtés avec mon copain Bernard Fèvre, qui a un vent dès la sortie de Dunkerque. Nous avons eu un vent de sud-ouest, mais alors exactement contraire. Et nous avons fait 2 étapes et quelques kilomètres, complètement épuisés. C'était impossible à 2. Je pense qu'à 4, nous serions passés. Moi, dans la forme que j'avais quelques années avant, peut-être, mais Bernard a assumé pratiquement les 3/4 de la difficulté. Et manifestement, arrivé à Loudun, nous sommes arrivés à Loudun à 1 heure du matin, à 5 heures ou 3 heures, quand il a fallu se lever, j'avais les muscles tétanisés. Et Bernard m'a dit, si, je suis costaud, je vais rester devant. Et donc, il a encore roulé la nuit. Nous avions l'impression de rouler bien, le vent étant moins fort. Et quand le jour est apparu, j'ai regardé mon compteur, et Bernard, qui trouvait qu'il roulait bien, le compteur était à 14 à l'heure. Et le vent commençait à se lever. J'ai dit, Bernard, c'est pas possible. Et j'ai même eu peur, parce que je savais, par exemple, que des amis que j'ai connus sont allés au-delà. Et ça, c'est pas prudent. D'aller au-delà, de se retrouver aux urgences, parce que le corps a décidé ras-le-bol. Donc j'ai dit, Bernard, je peux pas t'aider. Je pense qu'il est plus raisonnable qu'on arrête. Et donc, à Saint-Messan-l'École, nous sommes précipités dans un hôtel et on voyait les drapeaux avec un vent épouvantable. Et je lui ai dit, tu peux toujours souffler maintenant, c'est fini, tu ne nous auras plus. Il nous avait eu, bien sûr. Je voulais préciser une chose, c'est que pour me consoler, mes petits camarades, un certain nombre de petits camarades, Gilbert, il n'y a pas de problème, tu recommences l'an prochain, tu choisis un moment où c'est le vent du nord, et puis tu feras ta 17e diagonale. Je leur ai dit non. Les diagonales, pour moi, une diagonale vent dans le dos, c'est une diagonale au rabais. Et j'ai pas envie d'arriver à 18. J'avais l'impression de tricher. Donc voilà. Et en fait, cet échec m'a fait presque du bien. D'une part, parce qu'il m'a montré que les 16 qui précédaient
étaient quand même des vraies diagonales, avec un combat, avec des difficultés, etc. Et puis, ça m'a montré aussi que j'arrivais au bout de mon envie. Pour moi, une diagonale, c'est essentiel, c'est d'une envie. Si vous partez, il faut partir dans une diagonale en croyant à la réussite. Il ne faut même pas douter une seconde de l'échec. Et là, j'étais plus le cas. J'avais fini, j'avais plus envie. J'étais quand même en 2005, donc j'avais quand même déjà 67 ans. Et j'avais aussi mes problèmes de santé. Les deux liés, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Et j'ai su arrêter, et sans trop de regrets. Voilà. Et je pense sincèrement que, comme je le dis dans mon site internet, je ne serais pas fait une carrière de 30 ans outre-mer. Je serais peut-être comme beaucoup à 50, 60, 70 diagonales, mais est-ce que je serais plus riche? Je ne pense pas. En tous les cas, c'est un bel exemple. Il faut savoir dire stop des fois, mettre son ego de côté et se dire continuer, c'est dangereux, je m'arrête. C'est ce que tu as fait sur Dunkerque-en-Die. Oui. Tu es connu, Gilbert, également pour tes études d'itinéraire qui servent encore maintenant à des diagonalistes qui préparent leur diagonale. Comment tu as commencé à faire ces études d'itinéraire? Ça a été quoi le déclenchement? Le déclenchement a été en 1994, lors un rassemblement des diagonalistes en 1994. J'ai fait la connaissance de Francis Pouzet, qui était, et qui n'est plus maintenant, mais pendant 20 ans, a été l'âme de l'ADF, le responsable du diagonaliste, c'est lui qui faisait tout. Et j'ai dit, on a discuté, et il m'a dit, bah oui, j'aimerais bien, si tu veux m'aider, que tu me saisisses des textes. Bon, donc j'ai commencé par des Francis, je suis devenu un secrétaire copiste. Bon, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et donc concerné par la publication Les Petits Diagonalistes. Et à la Charrière, je crois, c'est lui qui avait fait la première, une étude, je trouvais, d'un Strasbourg-en-Die. Il avait fait une étude d'itinéraire avec ses dessins, etc. Et il y en avait eu deux autres, je crois. Et Francis m'a dit, c'est bien qu'on publie cet itinéraire dans Le Petit Diagonaliste, est-ce que tu ne veux pas continuer? Voilà. Donc j'ai continué, j'ai fait à ma façon, etc. Et à la fin, j'ai repris celle qui avait été faite pour en faire un petit volume des 9 diagonales que j'ai d'ailleurs mis en ligne sur mon site, qui est en ligne sur le site des diagonalistes. Voilà. Et je pense que... Alors, une petite anecdote là-dessus, c'est que dans un rassemblement, je ne sais plus en quelle année, j'ai eu quelques réflexions, des reproches absolument ahurissants, que mes études d'itinéraire étaient contraires à l'esprit diagonaliste, parce qu'ils aidaient les gens, on leur préparait le terrain. C'est à l'époque où certains puristes mettaient en cause aussi les saristes, c'était en cause ces études, etc. Les diagonalistes, ils doivent se débrouiller tout seuls, on ne les aide pas. On est passé dessus, évidemment. Heureusement, parce que dans ces cas-là, on interdit le GPS, on interdit tous les outils modernes. Bon, alors, je peux te répondre sur le GPS rapidement. Je sais qu'un certain nombre de vieux diagonalistes ont quitté l'amicale, parce qu'on a complètement changé. Il faut préciser simplement que l'époque dont je parle, 94-2005, on n'avait ni téléphone portable, ni GPS, ni Strava ou OpenRunner. Donc nos préparations de parcours étaient faites sur des cartes Michelin. Et moi, personnellement, j'utilisais même des 100 millièmes parce que j'estime que quand on fait un parcours, il y a une notion de base, c'est la distance, mais ce qui est très important, c'est la dénivelée. Toutes mes diagonales, j'utilisais les cartes au 100 millièmes pour essayer de faire une estimation des dénivelés. Je prenais tous les points cotés le long de la route, etc. Donc, j'étais capable, quand j'emmène mes petits camarades, de leur dire aujourd'hui, on fera 300 parce qu'il y a moins de dénivelé, et le lendemain 240 parce qu'il y a de la bosse. Voilà. Donc, mais c'est un gros travail de préparation que seul peut faire un retraité. Effectivement, je pense que ça prend beaucoup plus de temps un travail sur carte que sur un outil informatique. Néanmoins, tes études d'itinéraire, tu compulsais différents parcours avec des pourcentages de qui est passé par là, voilà le parcours le plus facile, le parcours le plus plat. C'est encore utilisé. Tu as des retours des fois de « j'ai utilisé ton étude de parcours ». Non.
Non, j'ai eu un peu au début, si tu veux, dans des rassemblements diagonalistes, quelqu'un m'a dit « Oh Gilbert, oui, c'est toi les études d'itinéraire », mais c'est tout. Hein. Voilà. Non, j'ai pas vraiment de retour. Je pensais d'ailleurs que maintenant, avec les GPS, les traces, il était possible, les gens ne les regardaient plus guère, disons. Hein. Alors, simplement pour la construction de ces études, j'utilisais toutes les fiches de parcours des 2 années précédentes. Par exemple, quand j'ai fait l'étude en 2000, je ne sais plus laquelle, j'ai utilisé les fiches de 98 et 99. J'en avais au minimum 50, j'en ai eu pour certaines 75 fiches. Hein. Donc je notais tous les points de passage, les fréquences, etc. J'ai fait ces dessins qui sont très lisibles, intéressants, parce que le trait, à l'épaisseur du trait, est fonction du nombre de passages. C'est un énorme travail et que je trouve très pratique. Oui, parce qu'il est visuel, mais bon, j'avais la chance de savoir utiliser des logiciels pour faire ça. Qu'est-ce qui, pour toi, va différencier une diagonale d'une autre randonnée longue distance ? La diagonale, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est individuel. C'est une diagonale, une randonnée longue distance, organisée, etc., avec des points de contrôle, même à Paris-Brest-Paris, c'est formidable à Paris-Brest-Paris. Tous les 70 km, vous avez des points d'accueil, etc. Mais vous n'avez pas ce côté prise en responsabilité d'organisation. C'est toute la différence, si vous voulez, entre les gens qui font quelque chose, qui construisent leur objet, hein, et ceux qui sont les pratiquants. Hein. Et ce qui est formidable dans une diagonale, c'est pas 4 jours de vélo. C'est 2 ou 3 mois de préparation, de tracé, de calcul, de moyenne, de regarder la dénivelée. Et puis, il y a la diagonale. Et après, c'est encore 15 jours, 3 semaines de rédaction du rapport qui est obligatoire. Hein. J'ai vu dans des podcasts précédents que quelqu'un disait qu'il aimait écrire et qu'il le faisait. Mais c'est une obligation d'écrire. L'homologation dépend de ce petit compte-rendu qui peut être une demi-page, bien sûr, et quelquefois un livre. Alors là aussi, ça fait partie des spécificités de la diagonale, faire un récit. Tes récits à toi sont reconnus. Tu prenais un grand plaisir, tu aimes écrire. Bon, j'ai toujours aimé écrire, hein, depuis, même quand j'étais à l'école, j'étais bon en rédaction. Et j'aime écrire, effectivement. J'ai écrit tous ces comptes rendus au fur et à mesure. J'ai fait des comptes rendus quand on a fait le tour de Corse avec mon Montpellier Université Club. J'ai fait un petit bouquin, etc. Sur un Thonon Trieste, j'ai fait aussi des livres, etc. Bon, donc j'ai toujours aimé raconter. En pensant à une chose, l'heure est arrivée pour moi, j'allais dire malheureusement, je me suis dit à la retraite, quand je pourrais plus faire de vélo, moi je pourrais lire. Lire et continuer de pédaler dans mon fauteuil. Alors, j'engage chacun qui nous écoute à aller voir ton site, hein, avec toutes tes publications que l'on retrouve. Tes diagonales, tu les as jamais fait seul, mais toujours accompagné. C'est un choix ? Ah oui, c'est un choix. Je pensais faire ma 18e, je me suis dit, ma 18e Menton-Brest, je la ferai tout seul. Parce qu'il faut quand même, on me dit quand même, c'est pas possible. Mais non, pour moi, une diagonale, c'est l'amitié. C'est l'union. L'union fait la force. L'exemple de ma première diagonale, que chacun, nous étions 4 costauds, chacun individuellement de ces 4 costauds aurait échoué. Ça, les 4 ensemble, nous sommes passés. Et une diagonale, c'est des moments qu'on doit partager. Je me souviens, avec mon copain Ratabou, etc., Francis Pouzet, à midi, on allait dans une supérette acheter du taboulé, des choses comme ça, pour casser la croûte. Ce sont des moments extraordinaires. Mais je m'imaginais acheter mon taboulé et manger tout seul assis. Non, ça n'a rien à voir quand vous avez quelqu'un d'aussi convivial que Ratabouille à côté de vous, hein, plaisanter, etc. C'est bien, c'est formidable. Une diagonale en groupe, c'est beaucoup mieux. Et je pense que les solitaires ont des gens qui ont peur de ces contraintes. Alors évidemment, c'est tous pour un, pour tous. Hein. Moi, personnellement, toutes mes diagonales, je les ai faites entre 2, 3, 4. Hein. On n'a jamais laissé personne. Elles ont toutes été réussies. Hein. 1, 2, à 2, 3, 4. C'est fondamental. Et je sais personnellement que Georges Mahé, quand il était délégué national,
n'aimait pas du tout recevoir des comptes rendus où les diagonalistes avaient roulé, ça arrive, à 6 heures de différence, arrivaient même à ne pas dormir au même endroit. Et ça, c'était complètement contraire pour Georges Mahé à l'éthique des diagonales. Donc on retrouve un peu les Audax, partir ensemble, arriver ensemble. Oui. On peut imaginer que seul, tu as moins de temps d'arrêt, tu as moins de problèmes mécaniques potentiels, tout est plus concentré et qu'à plusieurs, tu as plus de perte de temps. Mais néanmoins, tu as le plaisir de partager. Il y a le plaisir de partager et le plaisir de permettre aussi à d'autres de réussir. J'ai parlé tout à l'heure de Georges Mahé. Georges Mahé n'aurait jamais réussi sans moi. Et ça, c'est formidable. Ça. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Voilà, pour moi. Tu as créé une amitié avec tes compères de Diagonale. Très formidable. Formidable. Diagonale, ou par exemple, dans mon Tour de France, dans le récit de mon Tour de France avec Francis Pouzet, j'écris qu'on a dressé une chaîne d'amitié autour de la France. Une chaîne avec des... très solide, quoi. Indestructible d'ailleurs. Avec Francis, il habite Bordeaux, j'habite Beaune, on se téléphone tous les mois. Hein. Donc c'est une amitié. Une amitié comme une amitié de vélo, de cyclisme, comme il en est. Moi, j'en connais pas d'autres comme ça. Une amitié de l'effort aussi. Voilà, d'avoir souffert ensemble. Dans une diagonale, dans un Tour de France, à deux, eh bien, on dort dans le même lit, on mange les mêmes choses, on s'arrête en même temps. Voilà, bon, et c'est une fraternité extraordinaire. Tu me parles de diagonale. Une autre forme de diagonale est importante pour toi, c'est les eurodiagonales. Oui, bien sûr. Les eurodiagonales me tiennent beaucoup à cœur parce que je ne veux pas trop me mettre en avant, mais c'est une idée. L'eurodiagonale est née dans ma tête, dans un train, entre Beaune et Paris, où j'allais retrouver mon frère de route, Francis Pouzet, car nous avions fait le Tour de France randonneur en 97. C'était donc en décembre 97 que j'allais le retrouver à Paris pour recevoir notre médaille au siège de l'US Métro. Et je lisais une revue sur la prochaine sortie de l'euro, etc. Et je ne sais pas, j'ai pensé diagonale, euro-diagonale, etc. Et j'ai vu tout de suite un schéma de diagonale d'un millier de kilomètres qui partait des 6 sommets de l'Hexagone et au lieu de rentrer à l'intérieur, qui partait vers l'extérieur. Et dans le RER où j'avais retrouvé Francis Pouzet, qui lui venait de Bordeaux, je lui ai soumis l'idée et il a, disons, topé tout de suite. Il a dit « Ah oui, ça c'est intéressant, etc. » Et nous avons travaillé et dessus pendant 6 mois à définir des parcours types, parce qu'il faut bien avoir une distance pour donner un délai, définir des conditions, moins de kilomètres parce que la langue étrangère, etc. Et le premier article fondateur qui était publié dans Le Petit Diagonaliste en 98, c'est la définition, il y a le règlement, etc., les listes et les 6 eurodiagonales. Et évidemment, nous sommes sentis concernés tous les deux. Et dès l'an 2000, nous sommes partis. À l'époque, la diagonale vers l'Est était à Vienne, parce que la Hongrie n'était encore pas dans la zone euro. Maintenant, c'est devenu Budapest. Nous sommes partis de Vienne pour aller à Lisbonne et faire ce qu'on appelle une grande diagonale d'Europe, eurodiagonale, diagonale de France, Strasbourg, Hendaye, et eurodiagonale, Hendaye, Lisbonne. Donc c'est une randonnée de 3500 km faite en moins d'une vingtaine de jours. Donc, et après, nous avons fait peut-être la plus belle pour moi, grande diagonale d'Europe, c'est Copenhague-Malaga, en montant nos sacoches et nos randonneuses à 3400 mètres d'altitude. Et ça, c'est encore une photo qui me tient à cœur, Francis, qui tient son vélo à 3400 mètres au Pico Velette, dans la Sierra Nevada. C'est une aventure formidable, quoi. Alors, donc l'idée 97, 2000 les premières eurodiagonales, et après ça a pris petit à petit auprès des diagonalistes, il y a eu des candidats. Oui, je pense que disons que c'était nettement moins fréquenté que les diagonales de France, hein, mais enfin je pense qu'il y a, je ne sais plus ce qu'il en est maintenant, j'ai pris du recul, beaucoup de recul. Je sais qu'à l'époque, dans ces premières années, il y avait entre 10 et 20
eurodiagonalistes, souvent en groupe. Les gens n'osaient pas trop partir seuls à l'étranger. C'est quand même une sécurité d'être plus. Je sais qu'il y a eu par exemple, l'équipe Paul Fabre, Henri Bosc, des gens connus, ont fait un Hendaye-Lisbonne, par exemple. Voilà. Donc, mais oui, les Chaubert ont fait des diagonales, etc. Il faudrait reprendre les listes. J'ai pas voulu être délégué aux eurodiagonales, donc je n'ai pas suivi de très près. Je sais que c'est une bonne idée quand même. Sûrement. Alors, eurodiagonale, les études d'itinéraire, les récits, les éditions, donc tu fais partie des gens connus des diagonales. Un autre diagonaliste est connu, un cycliste est très connu, c'est Patrick Plaine. Que peux-tu en dire de Patrick ? Patrick Plaine, j'ai écrit un livre sur lui, un livre qui fait 250 pages. Donc Patrick Plaine, c'est une figure, c'est un roman, c'est quelque chose d'autre. Et je pense qu'il mériterait un podcast à lui tout seul. Alors, on en fera un, et je peux qu'indiquer que le livre que tu as écrit sur Patrick, Coyote m'en vôtre, se lit avec une facilité extrême. Il est vraiment à mettre entre tous les yeux, tous les yeux de cycliste. C'était volontaire, je l'ai écrit. Il faut faire attention quand on écrit que ce soit facile à lire. Les gens ont du mal à lire maintenant avec tous les moyens audiovisuels, les médias, etc. Même les podcasts, c'est plus facile d'écouter dans un fauteuil que de tenir un livre et de faire l'effort de lire. Bon, donc j'ai voulu volontairement l'écrire comme ça, mettre Patrick bien en évidence, mais d'une façon, il fallait un petit peu le désacraliser. Patrick, c'est... Quand on m'a parlé de Patrick pour la première fois, c'est une réflexion d'un ami de Montpellier, Bernard Gourier. Ah bon, tu vas faire comme Patrick Plaine, tu marches avec 1 mars par jour. Voilà, parce qu'il avait la réputation de manger très peu, etc. Donc, il fallait, disons, éclairer, montrer ce qu'était ce garçon absolument exceptionnel, 1 750 000 kilomètres, avec une qualité quand même, c'est que Patrick écrivait beaucoup. Il fallait faire un livre sur lui. Et ce livre, je voulais le faire quand il était vivant, puisque je lui ai proposé en 2010 à peu près, après l'avoir rencontré, avoir fait un rayon du centre avec lui. Et il me répondait toujours, écoute Gilbert, tu m'embêtes, je sais que tu veux faire du fric sur mon dos. Alors, je lui dis, mais non, Patrick, je ne veux pas faire du fric sur ton dos. Je pense que les gens doivent te connaître. Bon, alors on parle de Patrick Plaine, on ne sait pas qui tu es. Eh bien, c'est quand il est décédé que j'ai fait ce livre, en essayant de me respecter au maximum, et bien sûr avec l'accord de son frère Jacques, pour ne pas trahir. Et je pense que ce livre a eu, par sa facilité de lecture et par le personnage, a eu beaucoup de succès, puisqu'il a été tiré à plus de 500 exemplaires. Je le trouve en librairie, je le commande, comment je l'ai ? Le plus simple, c'est de passer par moi, parce que dans mon système d'édition, j'édite beaucoup de livres avec un système très particulier. C'est une société d'édition, c'est un robot qui se trouve aux États-Unis, lulu.com, et je travaille avec ce robot qui a une grande facilité parce que je prépare les fichiers, on appelle ça des PDF, couverture, texte, et je peux commander un livre à la fois. Donc mon système est simple. Alors l'avantage, je suis considéré comme un éditeur. J'aime pas trop ce mot parce que je ne suis pas du tout éditeur professionnel. Et le gros avantage, c'est que j'ai un tarif éditeur. Donc, si vous voulez, mon tarif à moi, c'est 2, 3, 4 ou 5 euros de moins qu'une commande directe. Alors, effectivement, on peut le commander directement chez ce Lulu, sur Internet, mais il vaut beaucoup mieux passer par moi. Ça me permet d'avoir des contacts et de montrer que j'ai fait un travail utile. Très bien, je ne peux que conseiller en tout cas ce livre. Dans ton expérience, tu l'as indiqué avant, qui date maintenant de quelques années, mais néanmoins qui est conséquente, qui s'appuie sur vraiment une expérience forte, quel conseil tu peux donner à celui ou celle qui souhaite faire sa première diagonale ? Disons, vouloir faire une diagonale, c'est d'abord le vouloir et y croire. C'est indispensable. Il ne faut surtout pas faire une diagonale parce que mon copain a fait ça, par défi, pour faire quelque chose. Non, il faut vouloir faire une diagonale. Et donc, il faut la préparer, se donner les chances.
La préparation, c'est déjà le parcours. Il faut essayer de tracer un parcours, mais les études d'itinéraire sont faites pour ça. Pour la première, le plus facile possible. Se renseigner, lire, on s'aperçoit, par exemple, si on doit choisir une première diagonale, les gens se précipitent sur Hendaye, Menton ou Strasbourg-Perpignan, donc c'est les plus courtes. C'est une erreur. Je maintiens que la plus facile, c'est Brest-Menton, parce que le délai est beaucoup plus long, hein, parce qu'on a beaucoup plus le temps, parce que ça dépend où on passe. Hein, et puis, on montait le col de la République, vélo, on peut dire bonjour à vélo aussi au passage, c'est bien. Non, je pense que pour moi, d'ailleurs, je ne parle pas de Menton-Brest, hein, parce que les vents d'ouest, mais je parle de Brest-Menton. C'est une diagonale que je considère sans doute la plus longue et la plus facile à cause de la longueur du délai. Et ça, je suis très sincère là-dessus. Alors, il est bien évident qu'on ne part pas dans une diagonale avec des pneus qui ont 5000 km, hein, avec un vélo, une chaîne qui n'est pas graissée. Il faut vraiment partir avec une machine en bon état, ça c'est essentiel. Il faut partir en bonne condition physique. Moi, je ne donne strictement aucun conseil d'alimentation, etc. Il est évident que quelqu'un qui est physiquement capable, c'est quelqu'un qui fume pas trop, ou pas du tout, qui boit pas trop ou pas du tout, qui mange normalement, hein, et qui, voilà, il faut essayer effectivement d'éviter les charcuteries, etc. Mais je maintiens que tout un chacun qui le veut et qui en est vraiment convaincu peut réussir une diagonale. Pas par forfanterie. Il ne faut pas faire des diagonales pour dire « moi je suis diagonaliste ». D'ailleurs, je dis une anecdote ici, j'ose le dire, que j'ai pris du recul avec l'amicale des diagonalistes le jour où il a fait un maillot diagonaliste de France. Dans une réunion, j'étais contre ce maillot, hein, parce que je prétendais que les rassemblements à l'époque de l'amicale, les gens venaient avec leur maillot de club ou leur maillot fantaisie. Et cette uniformisation, moi je fais des diagonales, c'est comme le club des 100 cols, moi je fais des 100 cols, ça a pour moi un petit caractère un peu prétentieux, hein, et je n'aime pas ça du tout. Hein, j'aime pas me mettre en avant, donc c'est peut-être pour ça, et je n'ai jamais porté. Alors j'étais contre, hein, je sais que j'avais reçu du président, etc. à l'époque, mais Gilbert, on t'en fera cadeau, mais c'est pas le problème. À la fois, il faut aussi que ce soit connu, les diagonales, c'est des belles expériences. Oui, je suis d'accord, mais je pense que le petit macaron de garde-boue suffisait. J'en reviens au conseil. Tu disais partir avec un vélo entretenu, être en forme physiquement, s'entraîner. Comment je gère l'effort pour pas, au bout de ma première étape de Brest-Menton, avoir cramé toute mon énergie ? Oui, c'est une question de pratique. On ne part pas dans une diagonale avec quelques kilomètres d'entraînement. Hein. Il est évident qu'on peut se lancer dans une diagonale si on est capable de faire des enchaînements de 200, 250 km plusieurs jours de suite. Hein. C'est très simple. Est-ce que je suis capable de faire une diagonale ? Oui, je fais un 300 avec une dénivelée moyenne le samedi et j'enchaîne sur un 200 le dimanche. Et il faut surtout faire le constat le dimanche soir que je suis bien. Moi, j'ai toujours dit que le soir d'une étape de diagonale, on doit être bien, on doit avoir de l'appétit, on doit pouvoir bien dormir. Si la fatigue gagne, il ne faut pas laisser la fatigue gagner. Donc c'est ça qui est fondamental. Alors, moi, je pense que c'est la régularité. J'ai accompagné, je faisais le sariste, à une époque, j'ai accompagné un diagonaliste qui marchait tout ce qui roulait tout seul, et qui, quand il voyait la route se redresser, il ne s'occupait pas, c'était 3% ou 10%, petit plateau, moulinette, hein, et il s'en portait très bien. Hein. Voilà, donc économie, il faut pas tirer des braquets, il faut pas s'amuser à sprinter avec des copains, etc. Une diagonale, il faut la respecter, et c'est la régularité, ça c'est essentiel. Alors si on est plusieurs, ça c'est un problème. Pourquoi les gens n'aiment pas rouler à plusieurs, c'est que il faut une très grande discipline de relais. Moi je me souviens, j'ai parlé beaucoup de Jean-Pierre Ratabouille, et c'était un leader. Bon, et Jean-Pierre, bon les gars, le vent se lève, relais kilométrique. Et on était 4. Et tous les kilomètres, en passant devant la borne, ça glissait, etc.
En 4e position, dans un groupe, même un vent de contraire, pas trop fort, hein, eh bien, on récupère. Hein. Et moi, je n'ai pas connu, si on a eu des grands moments de fatigue dans des passages très difficiles, des nuits, alors là, effectivement, j'ai des photos dans mes archives avec mes 3 petits camarades qui sont effondrés sur une table de bistrot, parce que bon, j'ai tellement d'anecdotes que je ne vais pas les raconter, mais il faut être absolument la régularité. La régularité, si c'est en équipe, l'homogénéité. Il faut surtout pas, c'est pour ça qu'une diagonale avec des gens trop différents de capacité, ça marche pas. Ça marche pas. D'ailleurs, je l'ai déconseillé. Des gens qui sont capables de tenir un 28 à l'heure de cadence normale ne peuvent pas faire une diagonale avec quelqu'un pour qui la cadence est à 22. C'est pas vrai. Il ne ralentit pas. Il a beau dire, mais je vais là-dedans. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut absolument que ce soit très homogène, que les relais se fassent. On roule à 22, on roule à 22. Il faut pas que celui qui prend le relais accélère, etc. C'est pas possible. C'est comme ça qu'on casse tout, quoi. La mécanique. Tu m'as dit régularité que dans une diagonale où tu roulais avec, je ne sais plus qui, vous chantiez et s'il ne pouvait plus chanter en montant, c'était qu'il pouvait ralentir. Oui. Ça c'était les techniques de Jean-Pierre Ratabouille qu'il appliquait plus au club, au Montpellier Université Club dont il était le leader. Voilà, le peloton le dimanche matin, on marchait beaucoup en dos d'axe, 2 par 2. Hein, et Jean-Pierre voyait une côte, c'était Étoile des Neiges, il entendait Étoile des Neiges, et tout le monde chantait Étoile des Neiges, et le cerf-fil, ça y est, ça décroche, bon, on ralentissait, et on continuait de chanter, voilà. Et bien, c'est un peu ça, la diagonale. Hein. Moi, je me souviens que je suis parti dans mon triangle. J'avais eu un triangle départ de Perpignan, Brest, Strasbourg et Strasbourg-Perpignan. C'était en 96. Hein. J'ai eu 2 mois avant, des problèmes de colique néphrétique, etc. Je suis parti fatigué. Et bien, quand on est parti de Perpignan, Jean-Pierre m'a dit, avec un peu son accent, sa façon de parler, Gilbert, tu te mets derrière, tu restes dans le wagon. Hein. C'est nous les locomotives. Hein. Et la première étape, je n'ai pas pris un relais. C'est ça une équipe, quoi. Et bien après, ça a très bien marché, quoi. J'ai commencé à reprendre mes relais le lendemain. Merci beaucoup Gilbert pour cet échange. On arrive au terme de ce podcast. Souhaites-tu ajouter encore quelque chose ? Ben, je pense que je voudrais dire simplement un mot. Hein. Paul Fabre. Je parle de Paul Fabre, qui était le président de l'Amicale pendant 4 ans, qui était un type extraordinaire, qui est malheureusement décédé. J'ai fait beaucoup de livres pour lui, et dans un de ses livres, il dit une chose, que c'est une chance, un bonheur d'aimer le cyclisme. Très belle phrase. Ouais. Merci beaucoup Gilbert pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes, confirmés ou en devenir, et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est une diagonale ou autre longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir Gilbert. Au revoir Marc.